Coucou tout le monde, c'est Capet, encore une émission seule, Picsou, et à profiter d'un petit week-end pour aller regarder de la Formule 1, donc j'ai pas voulu en vouloir pour ça, c'est pas grave, on va se rattraper. Je m'excuse pour ceux qui étaient là juste avant, j'ai eu un écran bleu avec mon PC, voilà pour ceux qui ne le savent pas, si vous avez un PC très récent avec un processeur Intel, c'est une catastrophe avec énormément d'écrans bleus, c'est un problème qui est connu et j'ai pas trouvé de solution, donc il peut m'arriver d'avoir des coupures comme ça et c'est vraiment désagréable, ça casse un peu le mood, j'espère ne pas en avoir pendant cette émission. Voilà, donc on a eu une belle remontée en tout cas de la part des marchés. Je vérifie que Zoomit est lancé. Oui, il l'est. Je peux donc dessiner, zoomer, c'est cool. Vous pouvez voir qu'on a un Bitcoin qui a un peu poussé cette semaine. Pourquoi? Puisqu'on a une macroéconomie qui est plutôt positive, dans le sens où l'inflation commence à être contrôlée visiblement. Donc le directeur de la Banque fédérale américaine a l'air motivé pour baisser les taux directeurs, ce qui devrait stimuler une relance de l'économie tout simplement. Et comme on le sait, le halving Bitcoin n'est peut-être pas suffisant pour avoir un Bitcoin de 5000 dollars si on y va un jour. Je fais partie de ceux qui le pensent, mais on n'est jamais devin, hein, n'est-ce pas? Et du coup, c'est très positif pour les marchés, les investissements de manière générale, tout ce qui nécessite plus ou moins de risques d'ailleurs, donc les marchés traditionnels, l'immobilier et bien sûr les crypto-monnaies. Donc la nouvelle a été accueillie avec grand plaisir par tout le monde et puis j'espère que ça va continuer comme ça, qu'on va avoir une belle rentrée avec des jolis prix. Encore une fois, je ne suis pas devin, on verra. Voilà, donc pour ceux qui se posaient la question, pas de Picsou pour cette émission, je gérerai encore tout seul. De toute façon, je peux vous faire très rapidement le point sur ce que j'en pense moi du marché. À part comme d'habitude, si on a des mauvaises nouvelles qui tombent, je vois pas de raison de ne pas voir les prix monter, dans le sens où on a eu quand même des belles déculottées sur les alts. Du côté du Bitcoin et de l'Ethereum, je pense qu'il y a des vecteurs de croissance et du coup, je pense que l'avenir est relativement bullish, en sachant qu'on a aussi la conférence Token 2049 qui va se passer à Singapour, on y sera avec Picsou, ça se passera mi-septembre. Et on a également la conférence Solana Breakpoint qui va arriver avec plein de nouveautés sur Solana qui devrait stimuler l'écosystème Solana. Pour ceux qui sont investis sur Solana, plutôt cool. J'ai checké, non, j'ai pas regardé le site Chainbroker pour être transparent avec vous. Cette semaine, j'étais moins dans les cryptos. Je suis en train de me faire un rush code de la route parce que j'ai pas le code, j'ai pas le permis. J'avais raté mon code d'un point à un moment, ça m'avait foutu un peu les glandes. J'avais laissé ça de côté, donc je me suis dit début de semaine, je vais me remettre au code. Donc j'ai fait que ça pendant 3-4 jours là. Et le but, c'est de passer le code rapidement et d'enchaîner sur le permis pour arrêter d'être constamment derrière l'ordinateur. Même si c'est quand même bien d'être sur l'ordinateur aussi. Donc vous noterez que je suis sur un nouveau navigateur exceptionnellement pour cette émission, il s'appelle Arc. Voilà, c'est un navigateur qui est assez nouveau, qui est basé aussi sur Chromium comme Google. Chrome et qui a la particularité en fait de changer un petit peu les habitudes de consommation, c'est-à-dire que déjà d'une part vous voyez on a une barre d'URL qui est extrêmement petite sur la partie haute de l'écran, donc ça libère pas mal de place. Les favoris ça se passe sur le côté gauche, donc j'ai mis un petit peu toutes mes habitudes de consommation, Perplexity, ChatGPT pour faire des recherches avec IA, mon petit Twitter, et puis voilà les sites que j'ai l'habitude d'utiliser et ceux qui sont moins dans mes habitudes d'utilisation, les onglets se trouvent ici. Pourquoi j'aime bien ce navigateur? Parce que parfois il est quand même beaucoup plus rapide que Chrome, il est fonctionné avec les extensions Chrome. Également, moi, mon œil directeur, c'est l'œil droit, donc j'ai tendance à comprendre les informations beaucoup plus vite quand elles sont sur la partie droite de mon écran. Donc le fait d'avoir cette partie-là, qui n'est pas une partie où je vais beaucoup passer de mon temps, et donc d'avoir les informations un petit peu plus sur le côté droit, je préfère. Donc je ne sais pas si je vais rester là-dessus, mais si vous voulez essayer, vous pouvez. Et donc oui, MetaMask est censé fonctionner sur Arc. Vous avez un gestionnaire ici de... Voilà, donc j'ai mon bloqueur de pub habituel, mes petites extensions habituelles. Je n'ai pas mis encore mes wallets dessus, mais voilà l'idée. Et vous pouvez aussi avoir l'accès aux extensions. Et vous voyez que c'est le Chrome Store habituel, quoi. Mieux que Brave, différent de Brave. Moi, je suis pas Team Brave, donc voilà. Voilà, donc on va pouvoir attaquer directement sur la partie actualité, et puis enchaîner un petit peu sur quand même les choses que j'ai trouvées cette semaine, parce qu'il s'est passé des choses, hein, on va pas se mentir. J'ai fait un gros focus sur Solana personnellement, puisque je suis en train de bosser sur un article qui vous parle de Solana Firedancer, mais aussi de la diversité des clients, donc du fait que Solana rattrape son retard par rapport à Ethereum sur de nombreux points et que c'est très intéressant à couvrir. J'aimerais vous faire d'abord un article puis une vidéo dédiée sur le sujet. D'ailleurs, pour vous parler de vidéo rapidement avant de commencer l'émission, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, donc vous abonnez sur Coin Academy. On va pas se mentir, là les stats sur Coin Academy sont très bonnes. Depuis le recrutement de 0x et Gris, vous aimez beaucoup les nouvelles vidéos, ça marche très bien. Donc essayons de maintenir ce cap de 3000 vues par vidéo grand minimum. Et sachez que Google adore quand vous commentez, quand vous vous abonnez, si ce n'est pas encore fait, quand vous likez et quand vous regardez les vidéos, vous ne zappez pas au bout d'une minute. On appelle ça le taux de rétention. Mais le fait qu'il y ait des abonnements, l'algo il adore, donc ça a tendance à pousser la chaîne. Donc c'est un parfait moyen
Le chat a crash sur le live. J'ai pas compris. Ah, ok. Alors, si le chat a crash sur le live, je peux te corriger ça vite fait, bien c'est. Merci de me le signaler. Sur le cache de cette page. Ah, ça c'est gênant. C'est plus ce que j'avais fait la dernière fois. Attendez 2 secondes. Je vais voir si je peux le rafraîchir, mais si j'ai pas, je vais couper le chat affiché à l'écran. Ouais, bon, je vais couper le chat. Je suis désolé. Moi, je vois le chat, mais vous le verrez pas dans l'émission. Je suis désolé, j'ai des bugs d'ordinateur, ça me saoule. Donc, je vous disais, on a la chaîne qui performe super bien. Ça fait extrêmement plaisir. Très bon recrutement. Donc ça, c'est plutôt cool et on va pouvoir du coup attaquer par l'actualité. Donc comme je vous le disais plus tôt, je pense que déjà l'actualité la plus importante de cette semaine, c'est le président de la Fed qui nous explique qu'il y a une réduction des taux d'intérêt qui est imminente. Donc en fait, pour vous expliquer la mécanique, quand il y a trop d'inflation, on monte les taux, ce qui fait qu'on réduit la capacité de l'économie de manière générale à facilement s'endetter, donc s'endetter pour financer des projets, que ce soit immobilier, entreprises, etc., etc. On avait justement facilité les emprunts à la suite du Covid pour relancer l'économie, ce qui a créé derrière toute une vague d'inflation. On peut aussi arguer que l'inflation, elle peut être liée à la situation géopolitique, notamment avec ce qui s'était passé en Ukraine, contre la Russie, etc. Disons que c'est un tout, je pense que la vérité se trouve entre les deux. Mais du coup, voilà, il y a eu une augmentation des taux directeurs aussi bien pour la Banque centrale des États-Unis, donc la Banque fédérale américaine, et la Banque centrale européenne. Et puis progressivement, l'inflation semble baisser. Voilà, donc l'objectif d'inflation est de 2%. On est actuellement autour des 2,9%. Vous voyez, c'est la charte qu'on voit là en fait. On a une baisse progressive qui s'est faite à la suite de la baisse des taux. On tend vers les 2%. Et donc, qui dit baisse des taux, dit stimulation de l'économie, dit plus de risques pris sur les marchés, dit potentiellement un Bitcoin, un Ethereum et des altcoins qui pump. On va voir tout ça. En tout cas, sachez qu'au moment même où l'annonce a été faite, ça a tout de suite été pricé par Bitcoin. Donc ça fait plaisir. Pourquoi ne pas multistream sur YouTube? Il faut qu'on le fasse. Justement, on en parlait avec Picsou, c'est qu'on l'a pas mis en place, mais le fait de multistream aussi sur YouTube pourrait être une excellente idée. Effectivement, je réponds au chat si jamais, pour ceux qui regardent la rediffusion. Ensuite, donc, on a Justin Sun, vous savez, le créateur de la crypto-monnaie Tron, mais aussi du stablecoin USDD, qui est aussi au board de certains exchanges comme UOB, qui a retiré la totalité des réserves en Bitcoin qui backait l'USDD. Alors pour vous expliquer, souvenez-vous, en 2021-2022, on avait Terra Luna avec le stablecoin UST. Qu'est-ce qui avait stimulé l'économie sur Terra Luna? C'était justement le protocole Encore qui permettait d'avoir un taux de 20% à l'année. Donc vous posiez votre argent, vous chopiez 20% à l'année. Sauf qu'au final, ça finit par partir en sucette, ce délire-là. Et ben, Justin Sun s'est dit, moi je vais faire la même chose et puis je ne vais pas vous proposer du 20% à l'année, je vais vous proposer du 30%. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un léger dépeg de son USDD. Mais apparemment, ça s'est repris. J'entends un petit peu tous les sons de cloche à ce sujet-là. Mais ça a l'air de tenir à peu près. Moi, personnellement, je vais vous avouer que je suis biaisé. Donc, j'ai un petit peu du mal à faire confiance. Donc, je vous conseille pas d'y aller. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais j'ai vraiment pas confiance. À tout moment, ça peut puer. Mais il avait quand même fait un truc à peu près intelligent. C'est qu'il avait backé son USDD, justement, par des bitcoins et pas seulement du Tron. C'est-à-dire qu'à l'époque, le stablecoin UST était backé par du Luna, et puis ça commence à être backé par du Bitcoin, mais il y avait tellement d'UST en circulation que le backing, il n'était pas là et ça avait affolé les marchés. Jusqu'à peu, on avait une collatéralisation qui se faisait en jeton Tron, aussi avec un petit peu d'USDT. Là, on a 21 millions de dollars d'USDT, donc autant dire qu'il y a peanuts. Et il y avait 12 000 Bitcoin, donc il y avait 750 millions de dollars Bitcoin. Et bien maintenant, il n'y a que du Tron. Donc, il se défend en disant oui, mais c'est un protocole qui est surcollatéralisé. Donc, nous, on a émis 750 millions de dollars à peu près de jetons, mais il y a plus de 1,8 milliard de dollars de jetons en backing. Ce qui est vrai, ce qui est fondamentalement vrai. Le problème, c'est que c'est backé par du Tron. Donc, si le Tron divise sa valeur par 3, il n'y a plus le collatéral suffisant, il faudra très rapidement supprimer de la monnaie. Alors j'imagine qu'une grosse partie de l'USDD est détenue par Justin Sun. Ça veut dire que si jamais ça commence à se casser un petit peu la figure, il va détruire des jetons de lui-même. Mais personnellement, j'ai trop de mal à lui faire confiance. Franchement, là-dessus, j'ai trop de mal. Donc, que vous compreniez bien, on a 750 millions de dollars de stablecoins qui sont backés par 1,8 milliard de dollars, donc 2,5 fois plus de jetons. C'est pour ça que ça tient à peu près. Et vous pouvez voir aussi que aujourd'hui, le stablecoin est sur de très légers marchés. C'est surtout des marchés asiatiques en réalité. On a KuCoin avec qui il semble faire pas mal de volume, surtout sur la paire USDT-TRX. Je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être un arbitrage qui est fait. Ensuite, on a UOB, renommé HTX. Donc aujourd'hui, UOB est très probablement détenu par Justin Sun. Il y a toujours eu une ambiguïté à ce niveau-là. Lui, il dément, mais bon, bref.
Et après, bon, bah, Bybit, qui est aussi un exchange asiatique. Truebit, je ne connais pas. Et Getio, je ne sais pas si c'est asiatique en revanche. Voilà pour la première actualité, Justin Sun. Ensuite, on a la candidate démocrate, Kamala Harris, qui adopte une position favorable à l'industrie des crypto-monnaies. Alors, il faut savoir que c'était la vice-présidente derrière Joe Biden et c'est la candidate au présidentiel favorite avec Donald Trump. On ne sait pas trop qui va passer. Les sondages mettent un petit peu à 50-50 entre l'un et l'autre. Jusqu'à présent, Donald Trump avait fait des crypto-monnaies une affaire politique en promettant que sous son mandat, il y aurait beaucoup de choses positives qui se passeraient pour cet écosystème. Face à ça, on avait Kamala Harris qui n'était pas vraiment sur le sujet, qui défonçait pas non plus le sujet. Je tiens quand même à être précis à ce sujet-là. Il faut savoir que j'adore Twitter. J'ai du respect pour Elon Musk, Trump, etc. Vous le savez, j'ai un billet qui est plutôt républicain si je votais aux États-Unis et plutôt droitard sur l'échiquier politique français. Mais pour autant, il faut aussi faire attention parce qu'il y a un paquet de fake news qui tournent sur les réseaux sociaux pour tailler une veste à la Kamala Harris. Alors, je ne suis pas pro-Kamala Harris, mais il faut savoir dire les choses aussi par rapport à des impositions, à des politiques, etc. On peut effectivement lui reprocher de dire, bon bah, toi t'es allié avec Joe Biden, sous Biden, qu'est-ce que t'as fait pour la crypto? T'as rien fait du tout, copine. Pourquoi maintenant que tu deviendrais présidente, ce serait différent? La question reste en suspens, elle est quand même beaucoup plus jeune que Joe Biden, et puis potentiellement, il peut y avoir des choses qui soient faites. Mais ça peut aussi être du racolage politique et au final, il y a des promesses qui sont faites. La seule promesse qui a été faite, c'était de dire qu'elle soutiendra les politiques qui garantissent les technologies émergentes et le type d'industrie pour que ce type d'industrie, c'est-à-dire les cryptos, puisse continuer à se développer. Mais c'est un petit peu des paroles en l'air. Et effectivement, on me dit dans le chat, Trump a rien fait pour les cryptos aussi. Il n'a pas fait grand-chose et je suis tout à fait d'accord avec toi. Franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais les choses peuvent changer. Parce qu'il ne faut pas oublier que Trump, président, il était un petit peu, ouais, Bitcoin, moi j'aime pas trop, je suis plutôt pour le dollar. Après coup, il a lancé, je crois, 3 collections NFT, dont une sur Polygon, je crois, et une sur Solana. Il a mis des gens autour de lui qui sont plutôt pro-Bitcoin, son vice-président, notamment Lei. Il a son fils qui a lancé un projet DeFi récemment et il a soutenu publiquement le projet de son fils. Donc il y a quand même un pas qui est fait dans le sens des crypto-monnaies, beaucoup plus que Kamala Harris. Donc là, c'était juste pour vous reciter le contexte. Dans tous les cas, moi, quand des candidats politiques qui potentiellement seront présidents font plutôt l'éloge des crypto-monnaies ou du secteur, moi je suis plutôt pour. Il faut bien comprendre, pour ceux qui se disent, oui, mais de toute façon, on s'en fout des politiques, parce que le but des crypto-monnaies, c'est de s'en séparer. Et c'est vrai, merci Marc pour le sub d'ailleurs. Simplement, la question ici, c'est pas de savoir si les politiques nous aiment ou pas. La question, c'est de savoir si politiquement, il y a des lois qui vont passer, qui vont permettre de faciliter la clarification des actifs, la clarification de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire, pour que les acteurs puissent se mettre en conformité et puissent attaquer des nouveaux marchés, c'est-à-dire des acteurs qui sont à l'extérieur des États-Unis puissent faire du pied à une clientèle américaine et à l'inverse des acteurs américains puissent plus facilement faire du marketing à l'international sans tomber dans des cases diverses et variées de security token, etc., etc. Donc voilà. Et je pense que les choses vont aller plutôt dans le bon sens. Donc on peut s'en réjouir. Et puis ça n'empêche en rien un projet qui souhaite se la jouer Bitcoin de sortir en mode full no-doc, c'est-à-dire on ne connaît pas les créateurs, etc. Et se faire un petit peu comme Bitcoin s'est fait. Mais c'est quand même très difficile, on ne va pas se mentir. On a Sony, l'entreprise Sony, vous savez l'entreprise derrière les Sony Ericsson, derrière la PlayStation, mais aussi les capteurs photo de nombreux téléphones, dont les iPhones, si ça n'a pas changé, qui lance son layer 2 Soneum, qui sera un layer 2 Ethereum basé sur la technologie de l'OpenStack d'Optimism. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, lapsus bizarre. Startile Labs, si j'ai bien compris, c'est l'entreprise qui est derrière Astar. Astar, qui est initialement une parachain de Polkadot, mais qui est aussi un layer 2 sur Ethereum. Et donc, Sony a souhaité, je pense, se rapprocher d'un acteur qui est plutôt asiatique, parce qu'Astar, c'est quand même une chaîne qui se concentre sur l'écosystème asiatique, pour pouvoir lancer ce layer 2. Donc, dans un premier temps, il serait question d'intégrer ces produits phares Sony Bank, que je ne connaissais pas d'ailleurs, Sony Music et Sony Picture. On nous parle pas de PlayStation, visiblement, on nous parle pas de tout ça. Mais en tout cas, intéressant, parce que Sony, c'est une des plus grosses boîtes du Japon. Et je me dis que Sony, ils aiment bien tester des nouveaux trucs. Peut-être qu'un jour, le secteur du jeu vidéo, par le biais de PlayStation, profitera de cette opportunité. Donc pour le moment, on sait juste que Astar aussi, le projet, profitera un peu de ce partenariat. Visiblement, au niveau de la tokenomics, il devrait y avoir la possibilité d'utiliser Astar pour le layer de Soneum.
J'ai pas plus d'infos, si ce n'est que c'est géré par Sony et que je pense que dans les mois qui arrivent, on va en savoir plus. Donc n'hésitez pas à suivre Soneum si c'est pas fait pour pouvoir être tenu au courant de ce sujet-là. Et nous, on vous en parlera sur Coin Academy, bien entendu. Ensuite, on a Optimism, donc le layer 2 sur Ethereum qui a désactivé ses preuves de fraude permissionless pendant à peu près 3 semaines à la suite d'un audit qui aurait identifié une faille de sécurité. Donc le principe c'est quoi avec les preuves de fraude? C'est de pouvoir vérifier l'intégrité de ce qui a été fait sur le layer 2 à partir de données qui sont stockées sur le layer 1. Et aussi du coup de gagner en décentralisation, en résistance à la censure, etc. par ce biais. Je vous avoue que techniquement ça pourrait être mieux expliqué, mais je vous le fais dans les grandes lignes comme ça. Et donc pour le moment, si vous voulez, pendant très longtemps, il n'y avait pas cette possibilité de vérifier les preuves de fraude. Ensuite, ils l'ont ajouté courant juin, je crois. Et là, à cause de cette faille, ils l'ont retiré, le temps de faire un hard fork de l'Optimism qui vient corriger cette faille de sécurité, mettre à jour tous les smart contracts de cet écosystème pour pouvoir ensuite réactiver l'option de reprofiter des preuves de fraude permissionless. Donc, c'est pas très inquiétant. Il y a eu des critiques à ce sujet-là, mais vaut mieux ça que d'avoir une faille qui fout un bordel pas possible. On va pas se mentir. Donc, pas d'inquiétude. Merci beaucoup, Jodax, pour le sub. Ensuite, on a les USA qui souhaitent redéfinir la... Je sais pas comment je pourrais appeler ça correctement. Souhaitent redéfinir la définition de monnaie pour y intégrer les cryptos, mais aussi les CBDC, puisqu'aujourd'hui, la monnaie, elle a une définition très clair. Et du coup, là, on voudrait élargir la définition de monnaie pour ajouter ces actifs-là. Il faut savoir que ça se ferait pour septembre 2025, seulement s'il y a une approbation. Donc, on en saura plus très bientôt. Je pense qu'il y aura des avantages et des inconvénients à ça. Au niveau des inconvénients, ça va être typiquement pour tous les acteurs qui ont des activités commerciales autour des crypto-monnaies. Je pense aux bourses d'échange, aux plateformes qui permettent d'acheter et vendre, de stocker des crypto-monnaies, bref, qui permettent les transactions en crypto-monnaies de manière générale. Et par contre, là où c'est bien, c'est qu'en donnant la définition de monnaie, ça crédibilise à mort le secteur. Ça, il n'y a pas de doute. En tout cas, vous êtes 229 viewers. J'espère qu'on atteindra les 300 pour cette émission. Merci d'être toujours au rendez-vous. Ça fait plaisir. Ensuite, on a la SEC qui pousse. Donc, je ne vais pas dire de bêtises. Voilà, c'est la Chicago Board Option Exchange à retirer les ETF spot Solana. Si vous voulez, en gros, on aurait eu normalement des dépôts de dossiers pour dire bon, on souhaite commencer à avancer sur des ETF Solana. Sauf que ça s'est fait en backstage avant même que ce soit publié. La SEC a dit vous ne me faites pas passer ça. On n'est pas du tout en phase sur quelle classification d'actifs est le Solana. Vous savez que la SEC souhaite attaquer individuellement chaque acteur pour essayer déjà d'une part peut-être de ralentir l'écosystème, mais aussi d'autre part de gagner des sous. Parce que chaque procès gagné, c'est de l'argent de réclamé qui part dans leur poche, comme ça a été le cas avec Ripple et plein d'autres. Et donc, voilà, je pense que là, l'ETF Solana, ce sera pas pour tout de suite. Mais ce n'est que partie remise. Je pense que ça arrivera tôt ou tard, surtout avec la diversification des clients. On fera une petite parenthèse là-dessus tout à l'heure. Voilà, Solana va dans la bonne direction. Il n'y a pas de grande différence par rapport à ce qui a été fait sur Ethereum, si ce n'est que c'est sorti beaucoup plus tard. Et que surtout, il y a eu des propos qui ont été tenus par le directeur actuel de la SEC au sujet de ce qui est une commodité ou ce qui n'en est pas une, à savoir que idéalement, une crypto-monnaie en proof of work comme Bitcoin, Kaspa, Monero, Zcash, etc., ça va plutôt dans le sens des commodités parce que ça ne ressemble pas à une introduction en bourse classique. Voilà, où on cherche à lever des fonds. Mais il dit aussi que c'est pas toujours évident pour un projet de se décentraliser dès le départ. Donc, si un projet va dans le sens de la décentralisation, on peut considérer que ce projet est jugé comme une technologie et donc que c'est une commodité. Voilà. Et donc que ce n'est pas une security. Je pense que ce sera le cas pour Solana. Ensuite, donc, on a Tether qui continue son empire en créant un stablecoin bientôt qui sera indexé sur le dirham des Émirats Arabes Unis, donc Dubaï, Abu Dhabi, etc. Donc leur objectif, c'est bien sûr d'être sur tous les secteurs. Savoir que l'activité principale de Tether aujourd'hui, c'est bien sûr le dollar américain, mais c'est bien aussi d'être un petit peu présent partout, parce qu'on n'est jamais à l'abri de rien avec la réglementation, et puis ça permet aussi de donner un petit peu plus de prestige à l'écosystème. Voilà, du coup, pour les actualités, j'ai fait vite, hein. Honnêtement, on va enchaîner un petit peu sur ce que je m'étais noté. Alors, comme je vous disais plus tôt dans cette émission, moi, je suis en train de bosser sur un article qui fait un peu le point sur ce qui se passe sur Solana.
justement, notamment avec Solana FireDancer que j'étudie, mais pas que. Donc, il y a d'autres clients qui vont arriver, il n'y a pas que FireDancer. Je vous avais parlé de syndicats qui vont lancer un client en Zig il y a un bon petit moment. Là, je suis en train de me renseigner sur le sujet. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Attendez, je vais pouvoir vous l'expliquer bien comme il faut avec un tweet récent de Vitalik. Alors là, vous voyez mon navigateur, typiquement. Là, il me fait un bug d'affichage. Il fait n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Moi, ce que je cherchais, c'est ça. Alors, Super Majority... C'était pas ça que je cherchais, en fait. Voilà, c'est clientdiversity.org. Donc, si vous voulez, sur Ethereum... Quand vous êtes un validateur de blocs, c'est-à-dire que vous participez activement au réseau pour s'assurer de la conformité des transactions, des blocs, etc., vous faites tourner un client de consensus et un client d'exécution. Voilà. C'est-à-dire 2 logiciels distincts. Sur Solana, visiblement, le client logiciel fait à la fois le consensus et l'exécution. D'accord ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur un système en Proof of Stake comme Ethereum, il est préférable qu'un seul et même client ne pèse pas plus de 33% de tous les clients qui existent. Parce que en cas de bug, ça peut foutre une belle merde. Surtout si on dépasse les 33% pour les 66%, bah là j'en parle même pas, ça fout un foutoir pas possible. Donc l'objectif à terme, ce serait d'avoir au minimum 4 clients différents, avec chacun moins de 33%. Donc vous voyez, on n'est même pas encore au sweet spot sur Ethereum, mais on s'en rapproche. On peut donc considérer que ce serait bien que les acteurs s'éloignent un petit peu de Prism au profit de Nimbus et Teku. Même chose ici, avec le client d'exécution Get qui prend vraiment beaucoup de terrain au profit de tous les autres. Mais ça va progressivement dans le bon sens. Voilà. Et c'est ce que va faire Solana aussi. Pour le moment, Solana a 2 clients principaux, à savoir le client OG qui a été lancé par Solana Labs, qui s'appelle Agave, et le client Jito, qui est en fait un fork du client OG, mais c'est la même base de code, donc les mêmes bugs, etc. C'est juste que Jito a rajouté un pseudo mempool sur le client pour pouvoir faire de la MEV. On va avoir donc 2 nouveaux clients sur Solana, à savoir FireDancer, mais aussi ce que je vous disais juste avant. Donc que je reprenne bien le tweet, excusez-moi, parce que je pars dans tous les sens comme d'hab. On va avoir... je vais te répondre Under2. Je vais te répondre Under2. Voilà, SIG qui serait apparemment un client spécifique pour un certain type d'activité, c'est-à-dire... une activité de lecture optimisée, donc une activité qui est plutôt faite pour les RPC et les full nodes et peut-être moins pour les validateurs purs et durs. Et ça pourrait améliorer aussi la latence pour l'expérience utilisateur, parce que quand vous utilisez un wallet pour une application, en fait, vous passez par un RPC, donc c'est un serveur spécifique, hein, et du coup, bah, ça va permettre potentiellement d'améliorer encore les performances de Solana. Je fais un hors-sujet. On me dit dans le chat que moi qui regarde la technologie des blockchains, comment ça se fait que je n'ai pas vu que Relio était un scam? Alors je vais te répondre très simplement. De 1, je connais pas tous les projets crypto qui existent. Je passe beaucoup de temps sur cet écosystème, mais je les connais pas tous. Spécifiquement Relio, je connais 2 noms, mais c'est tout. On a sorti un article à ce sujet, mais j'ai survolé, j'ai trust mon rédacteur, etc. Pour te dire à quel point je m'en bats les couilles du sujet. De 3, tu as raison cependant sur un truc, mais à mon avis, si tu t'amuses à faire un vrai travail, parce que je pense que dans le chat, tu as dû voir le thread Twitter de Joestar, qui dit que c'est potentiellement un scam parce que, en fait, la majeure partie des jetons est tenue par l'équipe, etc., etc. C'est quelque chose qui est extrêmement fréquent sur le marché des crypto-monnaies. Et en fait, la réalité, c'est qu'il y a énormément de projets qui sont extrêmement capitalisés, avec des histoires vraiment, vraiment, vraiment bizarres. Et le truc, c'est que souvent, ces projets-là sont difficiles à tracer, mais pas impossibles à tracer. Ça nécessite quand même beaucoup de temps sur un block explorer pour avoir accès aux informations. Donc Relio, je ne sais plus si c'est juste un token ERC20 ou s'ils ont leur propre blockchain. Je t'avoue que ça, je ne sais plus. Juste ce que je veux te dire, c'est que des projets bizarres dans cet écosystème, c'est pas ce qui manque. Hein. C'est vraiment pas ce qui manque. Moi, je me permettrai juste de parler rapidement d'IOTA. J'irai pas trop loin dans la pseudo-diffamation parce que ça peut me coûter cher, voilà. Mais par exemple, IOTA, c'est un cas d'école très intéressant. Pourquoi? Parce que IOTA, c'est pas une blockchain, c'est ce qu'ils appellent un graphe acyclique orienté avec un système très spécifique où en fait, quand tu crées une transaction, tu as pour obligation d'en vérifier 2 autres. Du coup, ça fait qu'il y a un point de départ et que les blocs Explorer aujourd'hui qui sont proposés pour IOTA ne permettent pas, en tout cas aux dernières nouvelles, parce que ça a peut-être changé depuis, ne permettent pas de retracer un petit peu l'origine de tout. Ce qui fait que potentiellement, c'est un peu compliqué de
suivre toute la monnaie en circulation, ce qui a été imprimé, comment ça a été imprimé, etc., etc. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que il n'est pas improbable que dans le top 500 1000 des crypto-monnaies, tu as un paquet de projets avec des pseudo-DAO qui décident de temps en temps d'imprimer de la nouvelle monnaie, de débloquer des grants, donc des subventions, etc. Pour eux-mêmes ou pour leurs copains en fait. Mais pour le savoir, faut suivre, faut vérifier par soi-même. Ensuite, on me dit dans le chat, c'est quoi la différence entre node, full node et master node? Alors un node, c'est un nœud. Donc c'est un serveur, hein, typiquement. Enfin, c'est un serveur, ça peut être un téléphone, ça va dépendre des obligations qui ont été imposées par le protocole du départ. Ce qu'on appelle un full node, il y a d'ailleurs un petit débat en ce moment sur la définition d'un full node. Ce qu'on va considérer être un full node, c'est un serveur qui héberge l'intégralité de l'historique de la blockchain du projet. Par exemple, un full node Bitcoin, c'est un projet qui a toute l'historique de Bitcoin, donc des centaines de gigas et des centaines de gigas de données. Donc, quand tu as besoin en fait d'émettre une transaction, idéalement, c'est bien d'avoir toutes les données, mais des fois, tu ne les as pas toutes, donc tu t'en réfères à un autre serveur qui a toutes les données pour toi et tu lui fais confiance en fait. Et une masternode, c'est un truc qui n'existe plus trop en réalité, mais à la base, c'était justement un type de nœud spécifique. Je vais prendre le cas de Dash qui a introduit justement cette technologie des masternodes. Une masternode, c'était en fait un serveur spécifique VIP où pour devenir un masternode, il fallait acheter une certaine quantité de monnaie, les bloquer sur un serveur, donc montrer que tu as vraiment posé tes couilles sur le plan économique pour dire je suis un acteur honnête pour faire tourner ce réseau. Et donc, tu touchais une rente spécifique parce qu'il y avait des gens qui, par exemple dans le cas de Dash, pouvaient payer un frais pour avoir une transaction classique. Et s'ils souhaitaient avoir une transaction accélérée, une transaction quasi instantanée, ils devaient passer par une masternode pour ça. Donc, payer un frais supérieur au frais par défaut pour pouvoir utiliser le masternode. Voilà. Donc, c'est des trucs différents. Et ce qu'on appelle un light node, par exemple, ça va être un nœud qui n'a pas tout l'historique de la blockchain pour pouvoir fonctionner. Donc, ça dépend des besoins, en fait. Par exemple, si tu as besoin d'avoir un truc qui tourne sur un téléphone portable qui a peut-être que 64 Go de mémoire, je parle pas de la RAM, mais de la mémoire de stockage, tu pourras pas héberger tout Bitcoin. Donc, tu vas faire un light node. Et c'est pour ça que dans le futur, sur Ethereum et sur d'autres gros layer 1, on va utiliser la technologie ZK, typiquement, pour pouvoir vérifier l'authenticité de certaines données sans avoir à télécharger tout l'historique de la blockchain. C'est un petit peu un des avantages des Zero Knowledge Proof. Merci beaucoup Mozart. On me dit qu'il y aura des nouvelles de Soneum, le layer 2 de Sony, bientôt le 28 août. Voilà. Donc de toute façon, moi, un conseil que je te donne quand tu as des questions comme ça, c'est quoi la différence? Regarde, typiquement, je copie-colle ça. Donc premier réflexe classico, si tu aimes lire, tu as bien sûr Google. Hein. Donc là, tu as nos confrères de Cryptos qui ont expliqué ce que c'était un masternode. Souvent, il y a aussi une explication sur Coin Academy, mais visiblement, sur ce sujet-là, on n'était pas placé avec Coin Academy. Tu peux aussi utiliser Perplexity, qui est un moteur de recherche nourri par IA, qui va te faire une réponse un peu typée de ChatGPT, mais surtout qui va te faire une réponse avec ses sources. Fais attention cependant, quand tu as une question qui est très nichée, au lieu de te répondre je sais pas, il va te répondre une connerie, parce que lui, son boulot, c'est de t'apporter une réponse. Donc fais très attention, c'est pour ça que c'est toujours bien de cumuler avec des sources. Mais là, typiquement, c'est une question qui a tellement été posée et sourcée, qui a des réponses, et tu vois, en source, typiquement, tu as Journal du Coin, mais tu as aussi CoinHouse, Paymium, Cryptost et Coin Academy. Voilà. Donc Perplexity, outil incontournable aujourd'hui si vous voulez avoir des réponses rapides à vos questions en complément de ChatGPT et Google, mais en gardant en tête qu'ils peuvent vous raconter des conneries. Voilà, je vous le dis. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que quand vous faites une réponse, vous avez une URL, donc vous pouvez envoyer l'URL à un pote si vous voulez qu'il ait accès à cette réponse. Entre ChatGPT et Grok, tu as une préférence? Oui, ChatGPT largement. Franchement, ChatGPT largement, mais Grok peut-être pratique parfois. Donc quand il parle de Grok, il parle de ça. En fait, c'est l'IA d'Elon Musk qui a été intégrée à Twitter. D'ailleurs, on est à Grok 2.0 depuis peu. Ce qu'il y a d'intéressant avec Grok, c'est que tu peux lui poser une question par rapport à Twitter. Par exemple, résume-moi les actualités crypto incontournables de la semaine. Pour avoir accès à cet outil, je crois qu'il faut payer le Twitter Premium à 100 balles à l'année. Voilà, et là, typiquement, tu as un petit résumé qui peut te servir de complément à ce que tu as déjà sur des sites spécialisés comme Coin Academy, Journal du Coin, etc. Et puis, il cite des sources aussi. Coin Tribune, Journal du Coin, Cryptost. Mais là, visiblement, au niveau de ses sources, il va se baser soit sur Coin Tribune parce qu'ils ont un site qui fait pas mal de trafic, je pense. Parce que niveau followers, ils n'ont pas un nombre explosif de followers, de mémoire.
Et après, bah, tu vois, ils vont mettre Journal du Coin et Cryptos parce que eux, ils ont une grosse base de followers. Et là, typiquement, bah, Coin Academy n'y est pas. Mais t'as aussi des acteurs, tu vois, CryptoGazer que je suis, parce que je pense qu'ils s'adaptent aux gens que je suis. Artem de Hawk Invest, etc. Donc pas mal grok, pas mal grok. Si tu as besoin d'avoir un petit peu un résumé de ce qui se passe sur Twitter, tu peux aussi lui dire fais-moi une image d'un chat qui représente le parti communiste. Et là, je pense qu'il est capable de te générer une image. Donc pareil, si tu as besoin d'illustrer certains propos, bah voilà, tu peux lui demander de te générer un chat qui fait partie du parti communiste. ChatGPT, je préfère, ouais. ChatGPT, je préfère. N'hésitez pas à accumuler les trucs pour pouvoir arriver à vos fins, tout simplement. Hein. Ensuite, j'enchaîne, du coup, sur ce que je disais. Il faut que je regarde aussi Radiance, qui est un deuxième client de Solana qui utilise le langage Go. Donc je pense qu'il y a des avantages à faire ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Plein de choses en fait. Déjà, je vais vous faire un petit rappel. Je l'ai dit en début d'émission, mais je vais faire mon forceur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Coin Academy. Essayons d'aller aux 15 000 abonnés d'ici fin septembre. Soyons fous. 1700 abonnés en un mois et quelques. Ça peut se faire. Franchement, ça peut se faire. Mais par contre, il va falloir bombarder. Nous, on va vous bombarder de contenu très pertinent en tout cas. On bosse activement avec 0x et Gris pour ça. Et bah, j'espère que ça va prendre parce que si on est là sur Twitter, sur le site internet et sur YouTube, franchement on va tout déglinguer et ce serait le feu. Précision également, normalement si c'est pas décommandé, jeudi je ferai un live avec Sam de JDC et de Note Guardians. Voilà, ça faisait un moment, on s'est appelé ce week-end et il m'a dit ouais je suis chaud de faire un truc, de revenir un petit peu, je suis resté dans mon coin donc ça peut être cool. Voilà, ensuite on a eu des nouvelles de Projet Citadel, le jeu exclusif d'Ultra, qui a été renommé du coup en Ashes of Mankind. Donc je vous en parle, je tiens à préciser que je suis ambassadeur d'Ultra, donc je suis payé pour vous parler d'Ultra de temps en temps. Là je voulais vraiment vous parler de ça très spécifiquement parce que j'ai eu le privilège d'assister en fait à l'avant-première de la présentation du jeu avec des développeurs du jeu et je vous avoue que j'ai été agréablement surpris. Et là pour le coup c'est du full sincère. Donc pour vous donner un petit peu de contexte, Ashes of Mankind c'est 3 ans et demi de développement. Et l'idée, c'était de faire un jeu vidéo qui s'adresse aux gamers traditionnels avec une dimension économique typée Web3, donc avec des tokens, un token, de la tokenisation sous forme de NFT, etc. etc. Et donc, Ashes of Mankind va bientôt sortir. Il sera totalement gratuit, bien sûr. Et donc, ils ont essayé de s'adresser aussi bien aux joueurs traditionnels qu'au Web3 et pas essayer de tout mélanger. Et ça, j'aime bien. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que potentiellement, ceux qui en ont rien à branler des cryptos s'y retrouveront et il n'y a pas de souci et c'est très bien ainsi. Comme ça, quand tu as besoin de parler de ce jeu à tes potes, t'as pas besoin de lui dire blockchain, machin de trucs et qui se braque en disant mais me parle pas de tes NFT de merde, ça m'intéresse pas, tes cryptos, je veux pas. Vous le savez, il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça pour des raisons diverses et variées, ça les regarde. À côté de ça, donc il y a une dimension économique pour ceux qui veulent louer des lands, générer des contenus, etc. Donc il y aura du user generated content. Donc des mécanismes de monétisation pour le modding, etc. Peut-être aussi, sans doute. Voilà, donc ils ont sorti le site, du coup, Empires. Je vous ferai une vidéo dédiée sur le sujet parce que j'ai encore moi-même besoin d'apprendre pas mal de trucs. Et je vais prendre le temps de vous expliquer un petit peu tout ce qui nous a été annoncé parce que franchement, c'est pas mal. Alors, première chose, je le mets en 1080p. Donc déjà, le principe est simple. Vous êtes dans une tour, vous commencez en bas de la tour avec une équipe. Donc vous êtes 3 joueurs, il y a 12 équipes, donc 36 joueurs sur la map. Vous commencez en bas de la tour et vous devez arriver à la zone d'extraction en haut de la tour, en vie, pour pouvoir gagner la partie et récupérer le matériel que vous avez looté dans la game. Donc c'est une dimension extraction shooter, battle royale un peu, en équipe, voilà, où justement il y a une dimension verticale. Vous commencez en bas d'une tour et vous devez passer d'étage en étage, rester en vie, looter du stuff, tuer les ennemis, etc. jusqu'au haut de la tour. Ça tourne sur Unreal Engine 5, donc un moteur très récent qui nécessite quand même pas mal d'optimisation, mais ça permet aussi d'avoir un rendu visuel vraiment en rendez-vous. On a eu une démo d'ailleurs du jeu en 4K Ultra et le jeu était vraiment sublime. Grosse dimension personnalisation également, vous pouvez être un homme, une femme,
changer la pupille de vos yeux, etc., etc. Vous avez pas mal de choses qui peuvent être faites. Ensuite, donc, comme c'est un extraction shooter, un peu à la manière de Tarkov, de Delta Force plus récemment, etc., vous avez en fait votre équipement qu'on peut voir sur le côté gauche. Quand vous êtes dans votre inventaire avant de lancer la partie, vous décidez ce que vous allez garder sur vous et ce que vous allez utiliser dans la partie. Donc, il y a une dimension stratégique qui est faite par rapport à votre stuff. Ils ont insisté sur le fait qu'il y a beaucoup de stuff que tu vas pouvoir looter en jeu. Et pour ce qui est du stuff que tu vas acheter, c'est pas du stuff que tu vas pouvoir perdre dans la game parce qu'ils voulaient pas créer de frustration par rapport à ça. Donc, bien différencier le stuff que tu vas looter dans les parties, donc récupérer dans les parties, du stuff que tu peux acheter. Et c'est pas un pay to win, donc le stuff que tu peux acheter, il sera principalement cosmétique. Voilà, tu peux décider de mettre ton stuff directement sur ton personnage. Tu as aussi une grosse dimension de personnalisation sur ton arme avec différents types de balles, différents types de viseurs, la possibilité de changer comment ton viseur est positionné et ça a un impact directement sur ton field of view in games, donc ce sera pas un paramètre graphique. Donc, vous voyez, c'est quand même assez fluide, c'est quand même bien joli, en sachant que là, la démo, j'ai pas l'impression qu'il la fasse en 4K Ultra, parce que le jeu est encore plus beau. J'avance un petit peu. Donc c'est un jeu qui sera relativement lent dans le gameplay, dans le sens où ça se joue au son avec une vraie dimension stratégique. C'est pas du tir au pigeon type Call of Duty, c'est pas le but. Mais c'est pas parce que c'est lent sur certaines portions de la map que c'est lent tout le temps. Parce que là, c'est encore en phase de finition. Quand tu auras du niveau sur le jeu, je pense que ça peut être sympa. Autre chose qui est très intéressante sur ce jeu, une mécanique qui change, c'est, vous voyez, il y a beaucoup d'éclairages sur la map. Vous pouvez tirer sur les éclairages pour les détruire. Vous pouvez jeter des grenades IEM sur les éclairages pour les détruire aussi. Donc vous pouvez rendre la pièce complètement sombre et prendre l'éclairage à votre avantage pour coincer vos ennemis. Comme ils sont en train de le faire ici, vous voyez. Honnêtement, ça a de la gueule. Enfin, voilà, moi, je vous dis ça. Après, il faut jouer, il faut tester et tout. Mais on est sur plus de 3 ans de travail. Il y a de la spatialisation audio. Donc, quand vous avez de l'environnement vertical ou horizontal, l'info-son, elle est censée être au rendez-vous. Et on est sur quelques millions de budget. Et pour quelques millions de budget, je trouve que pour un jeu free-to-play, ils se foutent pas de notre gueule. Hein. Le gameplay peut être jugé un peu rigide, en revanche. C'est pour ça que moi, j'aimerais bien tester. Voilà, et donc là, il est en haut de la tour. Donc il est en zone d'extraction et il garde son loot. Il y a un lien avec la crypto, ouais, tout à fait. C'est qu'en fait, tu vas avoir énormément de contenu qui va être tokenisé. Tu vas avoir un token dédié pour le jeu qui s'appelle le H, mais j'ai pas encore toutes les informations à ce sujet-là. Et toute la dimension on-chain va se passer sur la blockchain dédiée Ultra, qui est un fork de OS fait maison, voilà, qui a été réadapté justement pour le secteur du jeu vidéo. Voilà, donc très cool. Très très cool, moi je vais y avoir accès très bientôt, je vais pouvoir vous faire des streams en accès anticipé sur le jeu, je vous ai fait gagner d'ailleurs des accès anticipés sur le Twitter, et si j'ai l'occasion de vous en faire gagner d'autres, j'hésiterai pas à le faire bien entendu, voilà. Donc attendez quelques temps, le temps que je vous fasse une vidéo dédiée sur le sujet, je pense que ça peut être vraiment cool, et franchement, les travaux qui ont été faits sur le deck, sur la présentation, sur les environnements, le sonore, le visuel, tout ça sur Unreal Engine 5, je dis respect dans tous les cas, parce que tu arrives sur un nouveau moteur avec un petit budget, entre parenthèses, de quelques millions par rapport à des grands poids lourds du secteur, ça peut donner. Tu auras toujours un rageux qui va dire oui, mais justement, Call of Duty, face à ça, ils vont les écraser et tout. On s'en fout en fait. Ce qui est important, c'est d'avoir un jeu qui soit cool à jouer, avec des choses qui sont différentes de d'habitude, parce que tout le monde copie la même chose, on voit tout le temps la même chose, ça fait plaisir de voir quelque chose de nouveau. Là, je fais une grosse parenthèse parce que je suis gamer et ça me fait plaisir. Après, on revient à la crypto. Il y a Spectre Divide qui était dispo en accès anticipé aussi, qui est un jeu où vous êtes en 3v3 en recherche et destruction type Valorant, Call of Duty, et vous avez chacun un clone, et en fait vous pouvez positionner votre clone, ce qui fait que vous avez toujours 2 vies par round, et j'ai trouvé le concept exceptionnel. Donc je suis très content de voir qu'il y a des nouveaux jeux vidéo qui arrivent et qui relancent un petit peu des bonnes idées. Je trouve ça très bullish. Voilà, très bullish sur le secteur du jeu vidéo. On va reprendre maintenant sur la partie crypto. C'est le jeu de Shroud. Soi-disant, c'est le jeu de Shroud. Après, je sais pas si c'est vraiment le jeu de Shroud. On a également, du coup, Ethereum, qui passe en dessous des 1 GUE. On parle même de 0, quelque chose GUE pour payer. Donc, ceux qui se plaignaient des transactions trop chères sur Ethereum, bah là, excusez-moi, mais les transactions, elles ont bien baissé. Hein, donc, ça fait plaisir. Par contre, en revanche, pas très bullish sur la masse monétaire d'Ethereum qui était censée baisser. On a également très bientôt le staking qui arrive sur Starknet. Donc ce ne sera pas un staking dans un premier temps qui permettra de valider les blocs, mais c'est une première étape parce que pour le moment il y a que Starknet qui se sert qui sert de séquenceur pour faire la passation entre le layer 2 et le layer 1 Ethereum. On va dans le sens de la décentralisation progressivement. Voilà, on a également Coinbase et Circle qui lancent le URC, donc un stablecoin sur Base. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? On a AMD.
Oui, donc c'est pas une news tout à fait crypto, mais quand même, on a AMD qui, comment dire, a fait l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle ZT Systems, qui est une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle et plus spécifiquement dans des infrastructures pour les data centers, donc les centres de données. Voilà, donc ce qu'il y a de très intéressant, c'est que pendant très longtemps, les data centers, c'était côté CPU quasiment exclusivement du Intel, côté GPU du Nvidia, soit pour de l'IA, soit pour de la modélisation, tout ce genre de choses. Là, AMD fait des acquisitions stratégiques. Je vous parlais dans l'émission précédente notamment de Xilinx, qui avait été racheté par AMD, donc Xilinx qui permet de faire des composants type FPGA. Et bien justement, je pense que les FPGA, on va en voir de plus en plus dans l'écosystème des crypto-monnaies, notamment pour tout ce qui va être technologie ZK, puisque il se pourrait que les FPGA soient beaucoup mieux que les CPU et les GPU pour créer justement des preuves de fraude, des ZK trucs. Et du coup, qu'on se retrouve avec des séquenceurs qui intègrent du FPGA dans leur stack technique au fur et à mesure de l'aventure. Donc pourquoi je vous parlais de cette histoire par rapport à AMD justement ? Eh bien tout simplement parce que tout ce qui est bullish pour l'IA, c'est bullish pour les crypto-IA. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Et que ça peut être une information à prendre en considération pour faire des placements si on voit qu'il y a un rapprochement entre AMD et des projets crypto-IA notamment. Comme ça a pu être le cas avec Nvidia et certains projets crypto-IA. Ensuite, grosse news, hein. Vous l'avez peut-être vu ce dimanche. On a le fondateur de Telegram qui a été arrêté en France. Celui-ci est accusé de faciliter, du moins d'être complice de blanchiment, de faciliter le terrorisme, de faciliter la pédophilie, etc., etc. Parce que justement, Telegram est une plateforme qui permet de communiquer et qui modère très très peu les communications en son sein. Et donc, ils ont essayé de le déglinguer à ce niveau-là. Alors, j'ai été le premier à m'offusquer à ce sujet. J'ai parlé de ça toute la journée d'ailleurs, hein, quasiment. D'ailleurs parce que ça s'est passé sous Macron et qu'on peut reprocher plein de trucs à Macron, mais de manière générale, voilà, les entrepreneurs, etc., il est plutôt du genre à les apprécier et leur lâcher la grappe. Donc, j'ai pas trop compris sur le coup. Voilà. Ensuite, j'ai fait un petit parallèle avec le fait que on a eu Julian Assange qui a été libéré de prison après un long moment. On a également Ross Ulbricht qui est le créateur de la plus grosse marketplace historique qui s'appelait Silk Road, qui permettait l'achat et la vente de toutes sortes de saloperies sur Tor, qui est aujourd'hui en prison à perpétuité. Et Trump a promis qu'il le libérerait day one s'il était président des États-Unis. Après, c'est une promesse électorale, il peut nous baiser la gueule. On a Kim.com. Alors, vous connaissez moins généralement Kim.com. Mais Kim.com, c'est le créateur de Mega Upload. Pour les plus jeunes qui écoutent cette émission, Mega Upload, ça a été le premier cloud grand public du monde. C'était une plateforme où absolument tout le monde pouvait stocker de la donnée. Et du coup, c'est aussi une plateforme qui a facilité le piratage de nombreux films et séries. Voilà. Ça a été un petit peu l'OG avant les torrents de la consommation de films et séries piratés. Mais ça, à la limite, voilà, lui, il a mis en place le logiciel. À aucun moment, il a poussé ça. Mais il s'est enrichi grâce à ça. Et il a été saisi chez lui, je crois, par le FBI à l'époque. Et il a été obligé après de s'extrader des États-Unis à la Nouvelle-Zélande pour avoir la paix. Et je crois qu'il est d'origine allemande à la base, voilà, c'est ça. Donc c'est un personnage passionnant, il y a pas mal de séries, enfin de reportages et tout à son sujet. C'est un vrai crack. Pour la petite précision, sachez que Kim.com est le mec avec l'infréquentable qui m'a mis dans les cryptos, parce que c'était quelqu'un que j'adorais suivre, notamment parce que c'était un gros joueur de Call of Duty aussi, et que voilà, à l'époque de Modern Warfare 3, j'étais premier mondial sur PS3, en match à mort équipe, score, élimination et victoire, et lui il était premier mondial en mêlée générale, et du coup je me suis mis à suivre ce mec en fait, et c'était quelqu'un qui était très pro Bitcoin, qui devait lancer Mega Upload 2, et Mega Upload 2 devait être lié à une crypto-monnaie. Justement, il devait lancer une ICO, et son ICO a été coupé par les autorités canadiennes, je crois. Bref, je crois qu'il avait créé une banque chez KissKissBank, un truc comme ça. Il s'est tout fait couper. Bref, ils ont essayé de lui pourrir la vie jusqu'à présent. Et donc là, la Nouvelle-Zélande a enfin accepté de pouvoir l'extrader. Mais celui-ci semble quand même assez... Il n'a pas l'air d'être très inquiété. Il se sent plutôt en sécurité, mais il est par contre inquiet du fait qu'on continue de venir lui casser les couilles par rapport à ça, en fait. Voilà, donc je le considère un petit peu comme les gens qui ont, comme moi, un biais parfois complotiste sur les bords, mais qui disent pas que des conneries, dans le sens où faut pas donner trop de pouvoir au gouvernement et les laisser faire tout et n'importe quoi. Il faut protéger notre vie privée. Donc je tenais à vous en parler. Voilà.
Également, dans ce que je me suis noté, eh bien, c'est le fait que potentiellement Elon Musk soit le prochain, même s'il est milliardaire, même s'il est sud-africain, mais qui vit aux États-Unis aujourd'hui, ça pourrait être le prochain. J'ai un abonné qui m'a dit, enfin c'est même pas un abonné d'ailleurs, j'ai un mec qui m'a dit que l'arrestation du CEO de Telegram est peut-être pas une si mauvaise nouvelle que ça, même si ça peut paraître bizarre de le dire comme ça. Il faut savoir que de base c'est un russe, que Telegram n'a jamais souhaité coopérer avec les autorités russes, parce que justement Poutine souhaitait avoir un accès privilégié aux données qui étaient... sur Telegram, il s'y est toujours opposé. Ensuite, il a quitté la Russie pour aller s'installer à Dubaï. Il a chopé, je crois, la nationalité là-bas. Mais il a également, depuis 2021, chopé la nationalité française. Et il faut savoir que quand tu as la nationalité française, normalement, tu es protégé contre l'extradition vers des pays étrangers, sauf cas extrêmement rares. Mais vraiment, cas extrêmement rare. Et donc je lui ai posé des questions à ChatGPT à ce sujet-là, et voilà ce qu'il m'a répondu. Donc ma première question, est-ce vrai que la France n'extrade pas les citoyens français dans d'autres pays? Il me dit que oui, généralement, il n'y a pas d'extradition. Je lui fais ouais, mais... parce qu'il me dit, mais par contre, la France peut quand même faire des extraditions s'il y a un mandat d'arrêt européen, ou s'il a des partenaires d'extradition. Et je dis ouais, mais les États-Unis, il y a un partenariat d'extradition. Il me dit que oui, mais quand même, la France, de manière générale, ne s'amuse pas à extrader ses citoyens. Donc ça, c'est une première chose. Également, je dis ouais, mais du coup, ce mec, il a peut-être la nationalité française, mais il vit à Dubaï. Et il m'a dit c'est pareil. C'est pareil. Donc, peut-être que potentiellement, il a joué un coup en mode dans tous les cas, je suis cook. Attendez, je remets de la musique. Ça me fait bizarre, pas avoir de musique. Parfait. En mode, dans tous les cas, je vais me faire cuisiner. J'ai une plateforme, elle a 1 milliard d'utilisateurs. Il se passe des saloperies dessus. Je fais de la modération, mais c'est jamais suffisant. On va me cuisiner. Mais au même titre que certains... chefs d'entreprise ont été cuisinés. Alors, pas au point de l'arrestation, je crois, mais Mark Zuckerberg, rappelez-vous, à un moment donné, quand il y a eu les histoires de vie privée, etc., par rapport à Facebook, il voulait vraiment bouffer tout cru Mark Zuckerberg. Donc, c'est peut-être un truc comme ça aussi qui se passe. On va savoir très rapidement ce que ça va donner pour le CEO de Telegram. En tout cas, ça a offusqué énormément de monde, et ça, je le comprends totalement. Donc affaire à suivre cette semaine quand vous regarderez la rediffusion sur YouTube. On va en savoir toute la semaine et je pense pas qu'il reste très longtemps arrêté. Et on va voir. Voilà, tout simplement. Ensuite, une autre info. Désolé, j'ai un petit coup de fatigue. Autre info, donc cette fois, on apprend par le biais d'un des membres de l'Ethereum Foundation que l'Ethereum Foundation, qui est une organisation à but non lucratif, rappelons-le, a un budget de dépenses estimé à 100 millions de dollars par an. Le dernier rapport de l'Ethereum Foundation nous a montré qu'ils avaient dépensé 41 millions de dollars en 2021. Et il faut savoir que l'argent dépensé, eh bien, ce sont des Ethers qu'ils ont en trésorerie. Quand vous allez sur DeFi Llama Treasuries, vous pouvez voir un petit peu les différents projets, combien ils ont en trésorerie. Typiquement, là, on peut voir que l'Ethereum Foundation, ils ont toujours 750 millions de dollars en trésorerie et c'est exclusivement, une miette près des Ethers. Donc, l'Ethereum Foundation, il ne faut pas la confondre avec le protocole Ethereum parce qu'on m'a dit oui, mais Ethereum, c'est des dizaines de milliards de capitalisation, c'est un protocole qui génère des revenus, donc c'est rien au final. Oui, mais les revenus du protocole ne partent pas dans les poches de l'Ethereum Foundation, elles partent dans les poches des projets et des validateurs de blocs. Voilà. Donc, ça n'a pas de rapport. Moi, j'ai pas de souci en soi sur le principe qu'il y ait 100 millions de dollars de dépenses, même si c'est gros quand même. 100 millions de dollars, c'est énorme. Et en fait, ce qu'on apprend, c'est qu'une bonne partie, ça sert à payer des grants et des salaires. On n'a pas de visibilité particulière sur les salaires. Par contre, on sait qu'au niveau des grants, souvent, ça va être des layers 2, des projets ZK, etc. Donc, j'ai un deuxième tweet qui parle de ça. Ça va nous permettre d'en savoir un petit peu plus. Alors, je sais pas si c'est celui-là ou pas. Donc ça, c'est le tweet qui montre un petit peu les dépenses de 2021. Où vous pouvez voir que une grosse partie, c'était des dépenses pour le Layer 1 et de la recherche. Typiquement, toute la roadmap d'Ethereum, en fait. Ensuite, pareil pour les Layer 2, projet ZK, et après, Community Development, audit de sécurité, etc. Voilà, donc c'est à peu près transparent, mais on n'a pas vu d'autres rapports comme ça depuis. Ensuite, on a ce tweet-là. C'est quoi la fenêtre que tu as d'ouverte, que tu sers pour naviguer sur la toile? Ça a l'air pas mal, moi qui ai toujours 500 onglets d'ouvert. C'est le navigateur Arc. Tiens, désolé, parenthèse. On me demande dans le chat. Si tu veux tester, voilà, c'est un navigateur que je teste en ce moment. Voilà, donc ensuite, mais c'est qui donne ces 5 millions à la fondation? En fait, la fondation, elle a déjà les fonds en trésorerie depuis 2014. C'est-à-dire que
Ethereum, quand le projet a été lancé, ils ont levé des fonds en Bitcoin et ils ont aussi gardé des Ethers. Et en fait, ces Ethers, ils les ont toujours gardés. Sauf que ces Ethers, ils ont pris de la valeur, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quasiment $1 milliard de budget en trésorerie. Donc, ils touchent aussi des petites donations à gauche à droite, mais c'est principalement des Ethers à eux, en fait. Ils essaient de pas brûler comme des débiles, mais qui ont quand même envie de brûler pour pouvoir faire évoluer l'écosystème Ethereum. Donc, voilà, faut savoir doser, même si ça paraît être un budget assez gigantesque. Donc déjà, je sais pas sa source par contre, mais il nous dit que pour le 4e trimestre de 2023, l'Ethereum Foundation a dépensé $30 millions uniquement pour des grants, c'est-à-dire des subventions pour des projets. Donc il y a très probablement du copinage. C'est-à-dire, mais ça c'est humain, le problème il est humain, et que si t'as pas toute la transparence, tu peux pas vraiment savoir. Suffit que t'as un projet qui s'entende bien avec eux, et voilà, il y a des grants qui tombent, et puis voilà. Donc ensuite il donne des exemples. Il y a beaucoup de budget qui a été débloqué pour des conférences, genre ETHCC j'imagine, la ETH DEFCON, ETH Argentine. Là on va avoir en fin d'année une conférence à Bangkok, en Thaïlande notamment. Donc voilà, c'est du budget qui est dépensé. Ensuite, voilà, il peut y avoir des projets ZK, d'autres trucs. Donc voilà, niveau transparence, c'est moyen. Et donc lui, il dit que souvent, c'est des projets qui sont financés par l'Ethereum Foundation parce que c'est des projets qui n'auront pas forcément de gros support de la part des investisseurs privés, donc des VC. Et il y a beaucoup de critiques qui sont faites de la part de l'écosystème pour dire que l'Ethereum Foundation ne finance quasiment pas l'écosystème DeFi. Et en fait, il dit, le truc, c'est que l'écosystème DeFi, généralement, ils arrivent à trouver des capitaux de la part des VC. Donc, merci beaucoup pour les 300 viewers. Du coup, ça veut dire que l'Ethereum Foundation fait ce qu'elle peut pour que l'écosystème Ethereum dans son ensemble ne manque pas de financement, en fait. Donc, affaire à suivre. Je pense que le fait que ça ait fait un petit peu de bruit, ça va peut-être les forcer à être un petit peu plus transparents. Ont-ils des sources de revenus à part les donations ? Non, je pense pas. Je pense pas, justement. Pour le moment, ils vivent sur le dos de la trésorerie ad vitam aeternam. Après, normalement, avec $850 millions, t'es bon. Parce que tout à l'heure, vous avez vu $750 millions, mais parce qu'ils les ont déposés sur Kraken. Mais ça veut pas dire qu'ils les ont brûlés tout de suite. C'est juste qu'ils ont rechargé le compte Kraken. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Alors, dans un élan d'analyse fondamentale, je vous ai fait un petit tweet. Attendez 2 secondes, pour un coup. Je vous ai fait un petit tweet pour dire que moi aussi, je commençais à devenir un peu bearish sur tout ce qui était séquenceur décentralisé et un peu plus bullish sur les projets ayant un seul ou 2 séquenceurs. Alors pourquoi ? Déjà, on a Mega ETH par exemple. Alors, petite précision. Je vous ai parlé pendant longtemps de Mega ETH, et bien sachez que maintenant, moi et Picsou sommes investisseurs en OTC sur le projet. Voilà. Je ne sais pas si je peux disclose la valorisation, mais je vais rester vague en vous disant qu'on parle de quelques centaines de millions de dollars et que je considère cette valorisation comme honnête et que je ne suis pas allé trop fort dans l'investissement, mais que je voulais quand même être placé dessus. Bref, Mega ETH c'est quoi ? C'est un service d'Eigen Layer, mais aussi un layer 2 d'Ethereum qui a choisi de scaler à outrance l'Ethereum Virtual Machine. Vous avez investi sur Avail ? Non, on n'est pas investi sur Avail, on devait, et ça s'est pas fait. Et du coup, voilà, ça s'est pas fait tout simplement. C'est pas nous qui ne voulions pas, c'est qu'on n'a pas voulu de nous. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc ouais, Mega ETH, projet qui souhaite en fait pousser l'Ethereum Virtual Machine dans les extrêmes et qui fait une promesse d'un block time entre 1 et 10 millisecondes contre plusieurs centaines de millisecondes sur des Layer 1 parce que justement, je regarde pas souvent des vidéos crypto en réalité, mais la dernière vidéo de Bankless, elle est géniale. Je comprends pas pourquoi ça s'est coupé. Bref. La dernière vidéo de Bankless, elle est géniale. L'avant-dernière du coup, parce qu'il a interviewé quelqu'un de chez Mega ETH et quelqu'un de chez Monad. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, dans le cas de Mega ETH, et de toutes sortes de Layer 2 d'ailleurs, comme ils n'ont pas à gérer le consensus, ils ne sont pas pénalisés par la latence liée au consensus. Et donc, ils arrivent à avoir un block time extrêmement bas, comme des systèmes centralisés. Et on me dit dans le chat, ça s'appelle Solana. Non, non, parce que sur Solana, tu as un consensus. C'est un système en proof of stake, comme Ethereum. Donc, tu peux baisser à quelques centaines de millisecondes le block time, mais pour passer en dessous des 100 millisecondes, c'est très, très, très compliqué. Aujourd'hui, les plus rapides niveau block time, ça va être du Solana, du Avalanche, du Phantom, du C-Network, etc. Mais on est toujours à plusieurs centaines de millisecondes. Là, on est en dessous des 10 millisecondes. Ça veut dire qu'on a des niveaux de latence semblables à des produits du Web 2. Et donc, en fait, j'ai fait un parallèle un petit peu avec les Layer 2. C'est que, en fait, de base,
souvenez-vous, dans l'émission précédente, je regardais un petit peu qu'est-ce qu'il fallait comme matériel pour faire tourner un serveur qui permet de valider des blocs sur Solana, sur Suaptos. Et puis souvent, on nous dit il faut 8, 16, 24, 32 cœurs, parce que justement, c'est des projets qui arrivent à paralléliser les transactions et donc répartir les tâches sur plusieurs cœurs d'un même processeur. Ok. Et si on commence à avoir des layers 2 avec de multiples séquenceurs à travers le monde, et bien comme le message il va circuler entre les différents séquenceurs pour faire un consensus, et ben la latence va augmenter et les performances vont baisser. Et donc là pour le moment les gens ils veulent de la performance. Donc peut-être qu'au final avoir un séquenceur centralisé, mais en stockant ensuite les preuves sur Ethereum, c'est la bonne façon de fonctionner. Donc voilà. Ensuite je suis tombé sur un morceau de rapport qui est celui-ci. C'est un rapport qui est disponible sur Delphi Digital. Malheureusement, il faut payer 200 balles pour y avoir accès. Et j'avoue que j'ai pas le courage d'envoyer 200 balles pour y avoir accès. Mais si quelqu'un l'a fait et veut me l'envoyer, c'est avec grand plaisir. Mais en gros, tous les ans, ils font un gros rapport sur Solana, Delphi Digital. De manière générale, c'est voilà, si vous avez beaucoup d'argent, c'est parmi les meilleurs rapports de l'écosystème. Voilà, pour avoir une vraie expertise sur ce qui se fait. Et en fait, dans ce reporting, il faut un petit peu l'état de Solana, de ce qui est en train de se passer. Et même sans avoir accès au rapport, on peut voir que Solana pourrait devenir d'une certaine façon un séquenceur décentralisé. Parce que s'il y a des nouveaux clients logiciels encore plus performants que le client actuel Agave ou Jito, comme FireDancer ou ce que je vous ai montré tout à l'heure, Sig, potentiellement, au lieu de s'amuser à avoir des séquenceurs faits maison, etc., on pourrait profiter de Solana ou de la tech de Solana comme celle d'un séquenceur. Voilà. Donc ensuite, je me suis amusé à regarder le hardware qu'il fallait pour les différents layers 2, donc pour les citer, Arbitrum, Optimism, etc. Eh bien, le hardware n'est pas référencé. Personne ne l'a fait. Ni Starknet, ni Arbitrum, ni Optimism. Personne ne l'a fait. Donc, on ne sait pas ce qu'ils utilisent pour leur séquenceur. Et là, je me suis senti un petit peu couillé parce que, en fait, on peut nous dire ouais, on a mis en place telle technologie pour avoir tant de transactions par seconde, comme on peut le voir sur Chainspect. Bah, au final, merde, c'est quoi ça? Je vais aller sur Chainspect, pas Chainspection. Ouais, des fois, mon moteur IA, il a tendance à me troller un peu. Eh ben, il faut savoir que cette histoire de transactions par seconde, elle dépend aussi beaucoup du matériel et pas exclusivement du logiciel. Donc du coup, je voulais voir un petit peu le logiciel qui était utilisé. Et en fait, le matériel n'est pas référencé. Et je connais quelqu'un qui fait tourner un séquenceur pour un de ses projets Layer 2. Et il est sous NDA, en fait. Il ne peut pas disclose ce qui est utilisé. Donc on ne sait pas si c'est 16, 32 cœurs, 64 cœurs. Si c'est du Intel Xeon, enfin, ça s'appelle plus Xeon maintenant, je crois, ou des AMD EPIC, ou des trucs faits maison, on ne sait pas. Voilà. Donc c'est un petit peu dommage. Mais pour en revenir à ce que je vous disais, voilà, il y a pas mal de projets qui sont cités sur ce nouveau rapport. Et il y a aussi des visuels qui sont faits pour faire un petit peu état des lieux. Et en fait, on risque de voir des Layer 2 sur Solana, ou des sortes de Layer 2. Donc là, Ephemeral Rollup, Magic Block, j'ai pas encore toutes les informations à ce sujet, mais je vous en avais parlé dans une émission précédente. Magic Block, c'est quoi? C'est un espèce de... Le bug d'affichage est extrêmement dérangeant. C'est un espèce de... Comment dire? Client Solana customisé. On va chercher à avoir une latence encore plus basse que ce qui se passe sur Solana pour pouvoir faire justement des actions totalement on-chain, des moteurs totalement on-chain. Là, typiquement, on voit un personnage se déplacer comme dans Pokémon, en fait, de carré en carré. Et chaque déplacement est directement écrit sur la blockchain. Et il disait être capable de faire à peu près un bloc toutes les 20 millisecondes. Ça fait du 50 blocs, c'est extrêmement bas. Donc si on va avoir des jeux totalement on-chain, c'est la bonne façon de fonctionner. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc pour le moment, c'est encore en work in progress, mais affaire à suivre. Toujours sur le visuel qui a été partagé, on peut voir une petite comparaison et on peut voir même parfois des latences encore plus basses, avec des rollups qui utilisent à la fois la tech de Solana, qui viennent utiliser de la data availability externe. Donc là, ils utilisent Solana, mais des fois, ils utilisent aussi Celestia. Au niveau du settlement, donc on va avoir des trucs modulaires qui vont utiliser la tech de Solana. Quel intérêt? Justement, la machine virtuelle de Solana, elle est souvent bien mieux que l'Ethereum Virtual Machine, elle fait partie des meilleures aujourd'hui. Donc on risque de voir en fait des roll-ups qui prennent un petit peu de la tech de Solana, un petit peu de celle de Celestia, de la tech ZK, je sais pas moi, je vous dis une connerie, de Starknet ou de
de Polygon, etc. Ça sert à quoi de faire ça complètement on-chain? Bah ça dépend de l'usage, mais tu vois, je vais te donner un exemple bête. Tu fais une compétition de jeux vidéo e-sport et tu veux un anti-cheat vraiment on point. Bah, peut-être que tu as envie de tokeniser la mémoire en temps réel sur une blockchain, de sorte à ce qu'on puisse paniquer ton système. Pas réécrire après coup des données pour essayer de tricher et puis après coup maquiller le fait que tu aies triché, tu vois. Donc, pour le moment, le truc, c'est que l'utilisation de la blockchain, elle est surtout faite pour du paiement, pour de la finance. Mais peut-être qu'on trouvera d'autres usages utiles, tu vois. Comme par exemple un média totalement on-chain ou un réseau social totalement on-chain, où on veut éviter toute forme de censure. Pour le moment, c'est des proof of concept. Ensuite, on a Near Protocol qui continue de mettre à jour son protocole avec Nightshade 2, qui est sa technologie pour son sharding. Leur objectif, c'est d'arriver à un vrai sharding total qui est capable de scaler en fonction de la demande. Et ça se fait progressivement. Là, pour le moment, il y a 6 shards, c'est-à-dire 6 sous-réseaux sur NIR. Ils en veulent 10 à horizon fin 2024. Et ce qu'ils souhaitent à terme, c'est de, justement, en fonction de la charge, d'être capable d'augmenter le nombre de sous-réseaux ou de détruire des sous-réseaux quand la shard, elle baisse. Nostr, c'est le cas. Nostr, ça n'utilise pas une blockchain, mais c'est un système qui est censé résister à la censure web. MegaETH sur Conlysoon, je sais pas. Bonne question. À mon avis, ça sortira pas de sitôt MegaETH. Voilà, j'ai vu passer ça aussi. Alors, c'est pas un sujet que je maîtrise dans l'absolu, mais il y a beaucoup de gens qui parlent de préconfirmation en ce moment sur Ethereum. L'idée, ce serait d'avoir des transactions préconfirmées qui sont encore plus rapides que les transactions confirmées sur Ethereum, parce que sur Ethereum, un bloc, c'est 12 secondes. Une transaction, on va dire, validée de manière déterministe, c'est-à-dire du sûr, c'est quelque chose comme 12 minutes 30. Et donc, on aimerait avoir des transactions instantanées sur Ethereum. Et ben, l'idée d'une préconfirmation, c'est ça, dans le fait que tu peux ajouter une... comment dire? Tu peux dire je paye un peu plus cher, mais je veux que ma transaction soit préconfirmée. Voilà. Et après, tu as un système monétaire annexe qui vient permettre ça. C'est encore un truc que j'ai besoin de creuser, les préconfirmations. Mais ça peut permettre d'améliorer grandement l'UX, du coup, si on arrive à avoir des transactions aussi rapides. Ça, c'est un autre projet, mais... Faster Transaction Confirmation, meilleure expérience utilisateur pour Ethereum et pour ces Layer 2. Et du coup, on utilise la technologie d'EigenLayer pour ça. Puisque là, bah, on revient sur cette logique de restaking avec pas avant fin d'année, début 2025, le mainnet MegaETH. Ouais, tu vois, je pensais plus, moi. Je pensais que ça allait être plus lent que ça pour MegaETH. On va voir du coup. Merci beaucoup pour l'info. Voilà, on sait également que ça y est, l'inflation sur le jeton AVAX d'Avalanche pour l'équipe, les partenaires stratégiques, les airdrops, etc. est terminée. Quand vous allez sur CryptoRank, vous faites AVAX, vous pouvez vérifier par vous-même en allant dans Vesting. Vous pouvez voir que ça se calme bien comme il faut, l'inflation justement. Et que, comme rapporté par le collègue, il restera que des jetons pour la fondation après. Et bon, la fondation, généralement, elle brûle pas du cash. Voilà, à chaque fois qu'il y a une dépense qui est faite, c'est dit, etc. Donc, moins d'inflation, peut-être que ça évitera la pression vendeuse sur le projet et que c'est bullish pour Avalanche. Moi, Avalanche, je continue de surveiller parce que je pense que ça fait partie des Layer 1, enfin, il faudrait même dire Layer 0 ici, qui ont le plus de potentiel dans cet écosystème avec Near Protocol. Voilà. Et ça aussi, nouveauté Kaspa, qu'est-ce que je m'étais noté? Oui, voilà, Kaspa qui veut améliorer grandement son protocole pour proposer 10 blocs par seconde, c'est-à-dire un bloc toutes les 100 millisecondes à peu près. Donc avoir là aussi un des consensus les plus rapides qui soit dans cet écosystème. Et ça viendrait justement concurrencer Solana qui a pour le moment un block time de 400 millisecondes. Mais peut-être qu'un jour, Solana aura un block time beaucoup plus court si la majeure partie des clients de validation sont plus rapides. J'ai entendu parler d'une fusion Cardano et Avalanche sur le secteur IA, ça m'étonnerait. Tu penses quoi de ces... Alors attends, Minscan. Bah ces networks, tu vois, c'est une bonne réflexion ce que tu dis. Je vais dans le Heartbeat là. Ces networks aujourd'hui, bah, c'est la blockchain de l'écosystème Cosmos avec le block time le plus rapide. Je crois qu'on est sur du 300 à 400 millisecondes de block time à peu près. L'idée, c'était de faire un espèce de Solana bis sur Cosmos, mais aussi compatible avec l'Ethereum Virtual Machine. Le truc, c'est que niveau marketing, ils se sont pas fait des copains. Niveau activité on-chain, ça reste assez léger, même si c'est mieux que rien, hein, honnêtement. Donc j'ai envie de dire à surveiller, surtout que là, ça s'accélère un petit peu, tu vois. Mais je m'attendais à un plus gros buzz de leur part. Moi, je vais vous parler en termes d'expérience. Je respecte le projet, les travaux qui sont faits, etc. Ça fait partie des projets où on cherche à paralléliser, à optimiser la stack technique, etc. Par contre, en tant que créateur de contenu,
j'étais très déçu. J'étais très déçu parce que, tu veux, je sais qu'ils ont levé un bon paquet de fric, qu'ils avaient envie justement de se la jouer gros layer one, etc. Donc nous, avec Coin Academy, on les avait contactés pour bosser ensemble. Le call s'est super bien passé, on est chaud de bosser ensemble et tout. On leur fait une proposition, pas de réponse, puis on relance, et puis on nous dit « Ouais, en fait, on veut bosser avec vous, mais gratuitement. » Bah, c'est pas ce qu'on s'était dit, enfin, pas de souci, mais bizarre. Donc, en sachant qu'à la base, la prise de contact, elle s'est faite par un collègue qui nous disait « C'est soit de faire du marketing en francophonie. » Donc, bizarre, tu vois. Ensuite, il y a une autre personne de chez C-Network qui nous contacte, qui a rien à voir avec la première, qui nous dit « On veut bosser avec vous. » On refait un call, on parle même pas de la première expérience, on refait une proposition, rebelote, on veut pas bosser avec vous. Pas payer en tout cas. Ok, bah c'est bon, enfin vas-y, c'est bon, on arrête quoi. On va pas perdre 100 ans avec ces networks, nous on aurait aimé bosser avec vous, mais voilà. Et une troisième fois, une autre personne vient nous voir et il nous parle comme si de rien n'était. Et là on dit, mais ils communiquent entre eux, les gars, c'est... J'étais un petit peu choqué, donc c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas grave. Des projets qui veulent bosser avec nous, machin, il y a pas de souci. Mais s'ils l'ont fait avec nous, c'est pas impossible qu'ils l'aient fait avec d'autres. Et je pense que du coup, ça leur a desservi, tout simplement. En sachant que, bon, je pense qu'honnêtement, le pognon ils l'avaient, c'est juste qu'ils avaient pas envie de dédier du budget ou qu'ils se sont dit nous on est big, on paye pas les gens pour faire du marketing et ça les regarde, y a pas de souci. Mais le fait de l'avoir le première fois, deuxième fois, troisième fois, ça nous est jamais arrivé. C'est l'histoire qui est drôle à raconter. Voilà. Mais pour autant, sachez que moi par rapport à ça, c'est pas ça qui va faire que je vais mal parler d'un projet, que je vais juger la tech, parce que bah pour le coup la tech elle est bonne, hein. La tech elle est bonne. Mais ils n'ont pas réussi à se faire une giga communauté, gros écosystème, etc. pour le moment. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on est sur une émission pas mal. Voilà, comme je suis pas avec Picsou. Encore une fois, du coup, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Coin Academy. J'espère que vous avez passé une bonne émission, que vous kiffez ce qui se passe en ce moment sur la chaîne. Moi, je vous ferai du coup cet article plus vidéo pour vous parler de Solana. Je vais reprendre de l'activité sur ma chaîne Capet Crypto aussi parce que je l'ai laissé un petit peu trop en suspens récemment. Et puis, bah, passez une excellente journée, une bonne soirée. Abonnez-vous sur Twitch aussi. Si c'est pas fait, je vous laisse tous les liens utiles dans la description de cette vidéo. Voilà, et puis à très vite. Ciao tout le monde.